Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à ce nouvel épisode du balado La santé au-delà des mots. Il s'agit d'un autre épisode d'une série spéciale sur l'aide médicale à mourir. J'ai bien hâte de m'entretenir aujourd'hui avec maître Jessica Deschamps-Maheu, qui est avocate en droit médical chez Ménard Martin à Montréal depuis 2014. Maître Deschamps-Maheu a également été co-procureur dans le procès Gladu-Truchon. Maître Deschamps-Maheu, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour une série sur l'aide médicale à mourir. La raison pour laquelle j'ai sollicité votre participation et que vous vous êtes attardé au sujet de l'aide médicale à mourir ou de l'euthanasie chez les mineurs, une chose qui n'est pas encore à l'agenda de façon précise au Québec, mais qui l'est dans certains pays européens. On aura l'occasion d'y revenir. Avant de commencer, donc, je mentionnerai que vous avez obtenu votre baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Vous avez également obtenu une maîtrise en droit et politique de la santé de l'Université de Sherbrooke. Et votre sujet était repenser l'accès des soins de vie chez les mineurs pour une plus grande autonomie des droits et des libertés fondamentaux. On va y revenir dans quelques instants. Afin de vous connaître un petit peu, j'avais envie de vous demander pourquoi le droit médico-légal ou le droit de la santé? En fait, durant mon parcours universitaire, je n'étais pas certaine dans quel domaine je voulais exercer, parce qu'on s'entend qu'il y a différentes branches dans le droit. J'ai eu la chance d'avoir comme conférencier mon patron, le maître Jean-Pierre Ménard, qui nous a présenté un peu le cadre de sa pratique. Puis à partir de ce moment-là, mon intérêt s'est vraiment confirmé pour le droit de la santé. J'avais un intérêt dans la médecine, en physiothérapie, puis tout ça. Donc, je me suis dit que c'était le bon mix pour faire les deux intérêts là, dans un. Donc, voilà pourquoi je me suis dirigée en droit de la santé. Là. Avez-vous envisagé d'autres secteurs dans le droit ou ça a toujours été... En fait, initialement, je jonglais entre la fiscalité et le droit de la santé, donc deux domaines complètement distincts, là, mais oui, il y avait une autre partie. Puis, en consultant votre CV, je voyais que vous avez fait également des travaux, des présentations sur un sujet qui est probablement plus d'actualité là, que le sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est le temps supplémentaire obligatoire. Je me demandais quelle est votre opinion, vous, du point de vue légal pour le gouvernement. Là, comment le gouvernement peut se sortir de ce problème-là? Parce qu'il y a un problème de ressources humaines incroyable. Là. Comment vous envisagez les prochains mois ou les prochaines années dans ce secteur d'activité-là? C'est certain que je ne suis pas spécialiste en droit du travail, donc je mets une petite bémol au niveau de mes explications. En fait, le gouvernement il a un large pouvoir en tant que pouvoir de gérance. Donc, tant l'infirmière que le gouvernement ont des obligations respectives de part et d'autre. Là. Donc, le gouvernement, lui, de son côté, il a l'obligation de ne pas compromettre la qualité des soins, s'assurer justement que les patients reçoivent des soins de qualité en toute sécurité puis en intégrité physique du travailleur également. Puis, de leur côté, eux, les infirmières, dans le cas de déontologie, ils ont l'obligation de ne pas abandonner leurs patients, de prendre tous les moyens nécessaires pour continuer d'assurer les soins et les traitements. Puis de l'autre côté aussi, les infirmières, et ça c'est le point important là, du travail supplémentaire obligatoire, ils ne peuvent pas travailler dans un contexte où est-ce que ça peut les mettre dans un état susceptible de compromettre la qualité de leurs soins. Donc, on peut se poser la question dans tout ça, comment on peut arrimer ces différentes obligations et droits de la part tant du gouvernement que des infirmières. Pour moi, dans un contexte de pénurie de la main-d'œuvre, de contraintes budgétaires, d'épuisement professionnel qui est en hausse, je pense sincèrement que le gouvernement, faut qu'il revoie la façon là, de traiter nos professionnels de la santé. On est une population, je pense, puis
une façon de travailler en santé qu'on travaille beaucoup en amont et non en aval. Donc, je pense que le gouvernement va devoir revoir les façons de travailler avec les professionnels, tant les infirmières que les différents autres professionnels du secteur. Mais faut absolument comme s'assurer de ne pas les épuiser, puis en imposant du TSO, selon moi, là, puis d'essayer de créer des incitatifs. Puis il y a aussi le problème des agences privées, qui, selon moi, là, crée beaucoup de problématiques parce que les infirmières, c'est sûr qu'en ayant avec des agences, ils ont certains choix, ils n'ont pas les contraintes gouvernementales. Donc, il va falloir, je pense, revoir l'ensemble de la situation là, pour les infirmières, puis d'essayer d'harmoniser tant les obligations de l'employeur, qui est en fait le gouvernement, que l'infirmière elle-même pour répondre à ses obligations déontologiques, là, mais sans utiliser la coercition. Donc, c'est un petit peu mon point de vue sur la situation. Là. Mais est-ce qu'il serait correct de dire qu'ultimement, le gouvernement va toujours avoir une longueur d'avance dans la mesure où il doit assurer des soins à la population? Donc, il peut difficilement se faire reprocher d'imposer du TSO ou du temps supplémentaire obligatoire si la santé des patients en dépend? Ça met un petit avantage du côté de la partie patronale? Mais en fait, le gouvernement, l'employeur, il y a un droit de gérance dans le cadre justement là, de la façon dont il gère les employés. Par contre, il ne doit pas utiliser ce droit de gérance-là de manière abusive. Ça a été révisé par les tribunaux. Donc l'octroi de temps supplémentaire obligatoire, ce que les tribunaux, le TAP, le tribunal administratif du travail, qu'est-ce qu'il a énoncé à quelques reprises, c'est que le gouvernement devait quand même faire attention, puis il ne devait pas utiliser ce pouvoir-là de manière abusive. Là. Donc, il y a certains quand même critères que, oui, il y a une obligation de ne pas compromettre la qualité des soins des patients, mais d'un autre côté, il y a une certaine limite à utiliser son droit de gérance. Là. Donc, chaque cas est différent. Donc, une infirmière qui travaille 36 heures d'affilée, d'y redonner encore, puis redemander de faire du temps supplémentaire, là, ça pourrait être un abus, vu comme étant un abus là, du tribunal. Là. Donc, il y a certaines décisions qui ont été rendues dans les dernières années là, à ce sujet-là. Un sujet bien vaste, finalement, on pourrait y passer une heure facilement. Avant d'entrer vraiment dans le thème d'aujourd'hui, qui est l'aide médicale à mourir chez les enfants, est-ce que vous pourriez nous rappeler peut-être les grandes dates du processus là, disons, québécois qui nous ont amenés où on en est aujourd'hui là, avec donc l'accès à l'aide médicale à mourir pour les patients adultes québécois là, qui sont aptes. Donc, en fait, j'irais peut-être un petit peu plus de manière plus nationale, parce qu'on s'entend que la Cour suprême du Canada, c'est national. Donc, il y a eu, initialement, tout a commencé avec l'affaire Rodriguez. Là, ça, c'est au début des années 90, donc plus précisément en 93. Donc, la Cour suprême a eu à se prononcer spécifiquement sur les dispositions là, du Code criminel. Donc, les dispositions qu'on ne pouvait pas aider ou encourager quelqu'un à se donner la mort, donc l'article 241 puis l'article 14 du Code criminel. Donc, essentiellement, on était d'avis que ces dispositions-là du Code criminel portaient atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la personne, donc plus précisément au niveau des articles 7 et 15 de la Charte. Donc, c'est une décision de la Cour suprême qui a été rendue quand même à 5 contre 3. Donc, c'était pas unanime, on voyait quand même que c'était divisé comme décision. Essentiellement, ce que la Cour a répondu, c'est qu'effectivement, il y avait une atteinte, mais ça n'a pas passé là, d'une autre... Une fois qu'on prouve l'atteinte, on doit démontrer là, que c'est pas justifié dans une société libre et démocratique. Donc, on doit passer à un autre critère. Puis, sous l'angle de la proportionnalité, on a estimé justement que le but de la disposition, c'était de protéger les personnes vulnérables qui, dans des moments de faiblesse, pouvaient s'enlever la vie. Donc, l'objectif de protéger la vie rencontrait, là, était au-delà, en fait, de l'interdiction de l'aide au suicide. Donc, à ce moment-là, la Cour suprême a déterminé que, en fait, a rejeté la demande. Puis, ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'opinion majoritaire, ce qu'il a mentionné, c'est que c'était pas encore rendu dans un consensus sociétal. Donc, on pouvait entendre que, ultimement, il va y avoir une décision en ce sens-là, mais qu'on n'était pas rendu là encore en termes de société.
Puis 20 ans plus tard, finalement, dans l'arrêt Carter, la Cour a analysé les mêmes dispositions du Code criminel, puis les mêmes contraventions là, aux articles 7 et 15 de la Charte. Puis, à ce moment-là, ce que la Cour a dit, c'est que ce n'était pas justifié dans une société libre et démocratique, et donc qui avait atteinte. Puis c'est un jugement qui a été rendu de manière unanime, donc on avait vraiment l'ensemble des juges qui ont déterminé que oui, il y avait atteinte, puis que ce n'était pas justifié dans une société libre et démocratique d'avoir ces prohibitions, cette prohibition-là totale. Donc, la Cour, en fait, elle a rendu ce jugement-là. Puis, par la suite, en fait, elle a donné un certain moment au fédéral pour qu'il adopte la loi en répondant là, aux directives qu'il a énoncées. Donc, essentiellement, ce que la Cour disait, c'est que tant que la personne, c'est un adulte qui est capable de prendre des décisions, qui est affecté de problèmes de santé qui sont graves et irrémédiables, qui lui causent des souffrances qui sont physiques et psychiques, la prohibition, elle est excessive. Donc, là, le fédéral a adopté sa loi en 2016, en juin 2016, mais a décidé d'ajouter un nouveau critère, qui est le critère de la mort devenue raisonnablement prévisible. Et là, c'est cette disposition-là spécifiquement qui a fait l'objet de débats jurisprudentiels par la suite par l'arrêt Truchon et Gladu. Donc, le jugement qui a été rendu en septembre 2019 et puis la loi qui a été modifiée en ce sens-là. Mais essentiellement, en fait, on disait que l'ajout de ce critère-là brimait les droits et libertés de la personne. Donc, puis la Cour, ce qu'elle est venue dire, encore une fois, c'est la juge Baudouin qui a rendu le jugement. Elle a dit qu'effectivement, la personne, l'État a forcé en fait les personnes à endurer des souffrances qui étaient pénibles, de ne pas pouvoir prendre des décisions personnelles, respectant leur volonté. Puis, au niveau elle estimait justement qu'il y avait un non-respect de l'article de la Charte. Là, donc, puis par la suite, en fait, ce qu'elle a dit, c'est que c'était excessif d'avoir cette prohibition-là et ce critère de mort raisonnablement prévisible et que ça l'empêchait les personnes aptes de mettre fin à leur jour. Puis c'était disproportionné pour les demandeurs parce que ça leur imposait une obligation de vivre en les privant de l'aide médicale à mourir. Là. Donc, c'était pas le moyen le moins radical de protéger les personnes vulnérables parce qu'on s'entend que l'objectif de la loi du Code criminel, c'est de protéger les personnes vulnérables. Donc, bref, la Cour est venue dire que les autres critères qui étaient énoncés dans la loi étaient suffisants pour les protéger. Donc là, on a eu une modification législative dernièrement, mais essentiellement, c'est un petit peu les débats durant les dernières trentaine d'années. Là. Actuellement, une personne qui demande l'aide médicale à mourir doit éprouver des souffrances physiques ou ça peut être simplement des souffrances psychologiques. Dans le cas d'une maladie dégénérative, le patient peut être confiné au lit. Est-ce qu'il doit nécessairement y avoir une composante de souffrance associée au fait d'être, par exemple, quadraplégique ou où est-ce que En fait, la loi, ce qu'elle prévoit, c'est que la personne doit éprouver des souffrances physiques ou psychiques. Donc, c'est pas une combinaison des deux critères. Donc, c'est vraiment un des deux. Là. C'est pas nécessairement être combiné. Okay. Puis quand vous dites souffrance physique ou psychique, donc qu'est-ce qui empêche actuellement les gens atteints d'une maladie psychiatrique d'avoir accès à l'aide médicale à mourir? Si c'est comme une exclusion à l'intérieur d'une permission un peu, donc ça met les patients psychiatriques dans une classe à part un peu? En fait, parce qu'il y a d'autres critères de l'aide médicale à mourir. Donc, pour obtenir l'aide médicale à mourir, il faut aussi rencontrer les autres critères de la loi qui prévoient que la personne elle doit être apte à consentir. Donc, qu'elle doit être majeure, qu'elle doit être apte à consentir, qu'elle doit être atteinte d'une maladie qui est grave et incurable, puis justement qu'elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques. Donc, une personne qui présente des problèmes de santé mentale ne répond pas nécessairement aux critères d'aptitude. Donc, c'est pour ça qu'elle ne passe pas le test. Là. OK, je comprends. Puis, il y a eu également, au cours des dernières années, vous pourrez préciser aussi un certain ajustement au niveau de la nécessité du deuxième consentement. Est-ce que vous pourriez la nécessité de consentir une deuxième fois?
à l'aide médicale à mourir pour le patient. Certains patients s'étaient vus refuser l'aide médicale à mourir parce qu'ils devenaient inaptes au cours du processus. Où en sommes-nous dans le moment? Effectivement, en fait, il y avait un délai dans lequel la personne devait réitérer sa décision. OK? Donc, on estimait qu'à ce moment-là, effectivement, il y a certaines personnes qui étaient atteintes d'une maladie qui était grave et incurable. Donc, on ne savait pas c'était quoi nécessairement le pronostic qui était réservé. Le fait de revalider son consentement par la suite, ça pouvait faire en sorte que la personne ne se qualifiait plus à l'aide médicale à mourir parce qu'on ne pouvait pas obtenir son consentement. Donc ça a été effectivement revu là. Puis là, actuellement, donc, une personne qui consent une première fois pourrait devenir inapte dans le processus, puis à moins qu'il y ait eu des changements, on lui administrerait l'aide médicale à mourir là, selon le protocole. Effectivement, il y a différents critères aussi, différentes obligations à respecter, mais il n'y a plus ce délai-là qui est requis pour revalider le consentement de la personne parce qu'effectivement, ça faisait en sorte que les gens ne pouvaient plus bénéficier de l'aide médicale à mourir. Dans votre essai, vous donnez certaines définitions là, de ce que peut être l'euthanasie ou l'aide médicale à mourir. J'en ai trouvé une, j'ai trouvé une citation qui disait qu'il n'y a pas vraiment de définition type de l'euthanasie, parce que cela suppose de donner une définition de la fin de vie et donc de la vie, et qu'il n'y a pas vraiment d'unanimité à ce sujet-là. Donc, mais vous vous attardez un peu là, en début d'essai, où vous définissez l'aide médicale à mourir comme étant un soin consistant à l'administration de médicaments par un médecin à une personne en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances et de causer son décès. Puis vous définissez ensuite l'euthanasie, qui en grec veut dire mort douce, comme étant un acte qui consiste à provoquer intentionnellement la mort d'une personne à sa demande pour faire mettre fin à sa souffrance. Vous dites donc que l'euthanasie volontaire est faite à la demande du patient, alors que la non volontaire est réalisée sans que le patient n'ait exprimé sa volonté. Ma question serait, quelle est la différence entre l'aide médicale à mourir et l'euthanasie? Est-ce que c'est pas juste dans le contexte dans lequel on vit un petit déguisement là, pour rendre les gens plus confortables avec le concept? En fait, chaque pays a sa propre définition, donc on s'entend que c'est similaire d'un pays à l'autre, mais si on regarde l'ensemble des pays qui encadrent l'aide médicale à mourir ou l'euthanasie, chacun a sa définition, puis je pense que c'est une question politique, éthique, de ne pas utiliser les termes euthanasie, puis de notre côté, ici au Québec, on a décidé de prendre une terminologie un petit peu moins... plus en fait, là, comment m'exprimer? On estimait en fait que l'euthanasie, c'est un terme qui pouvait avoir une connotation négative, donc le volet politique a opté pour une définition qui est un petit peu plus doux, donc l'aide médicale à mourir. Donc, ça a été discuté beaucoup dans le cadre des débats au niveau de l'encadrement de la loi québécoise, parce que c'est la loi québécoise qui est arrivée en premier. Mais la façon de l'appeler, effectivement, ça a été longuement discuté. Puis, je pense qu'il n'y a pas de bonne façon. Ça veut tout dire la même chose au bout de la ligne, mais c'est une façon politique et éthique de dire comment on... La même chose. Ben, selon moi, ça veut... À quelques termes près, là, mais essentiellement, ça veut dire un peu la même chose. À peu près la même chose. C'est quand même intéressant parce que j'avais en entrevue il y a quelques semaines le Dr. Alain Maud, puis qui pratique l'aide médicale à mourir. Puis pour lui, le terme euthanasie, même, il me disait qu'il était fier d'utiliser ce terme-là en raison de son origine puis de sa définition en grec. Donc, pour lui, le mot euthanasie, ça définissait exactement ce que c'était. Donc, ça dépend vraiment de qui est à l'écoute ou qui considère le mot. Mais c'est vrai que l'origine même, ça signifie la mort douce, puis c'est exactement ce qu'on veut pour l'aide médicale à mourir. Mais là, encore là, je pense que c'est plus une question politique de comment on veut la définir ici. On l'utilise beaucoup pour les animaux ici, donc est-ce que, je pense qu'il peut y avoir différents débats sur cette question-là. Vous définissez également, en fait, moi, ce qui m'a peut-être plus fait sursauter, c'est que vous utilisez le terme euthanasie passive, que vous définissez comme étant l'omission d'agir ayant pour conséquence de causer la mort d'une personne. Alors, en
pratique, nous, ça, c'est des choses qu'on fait quand même assez régulièrement. Puis nous, on appelle ça un arrêt des soins. Là. En fait, dans toutes vos définitions, de mon point de vue de clinicien, c'était peut-être la définition la plus confrontante. Là. Donc, ces définitions-là, en fait, c'est sûr que ce ne sont pas des définitions qui sont utilisées au Québec. C'est pas nécessairement les définitions que moi j'ai inventées. Là. Ça provient de différentes législations, mais essentiellement, il faut juste, en fait, souvent les gens ils vont faire la distinction entre euthanasie passive versus euthanasie active. L'euthanasie active, c'est le fait de donner justement une médication pour que la personne décède éventuellement. Alors qu'il y a une intervention qui est volontaire d'une tierce personne. Donc, la mort est due à l'administration de la médication quand on parle d'euthanasie active, alors que la passive, c'est l'arrêt des soins, mais l'arrêt des soins curatifs. Donc, on arrête de donner des soins curatifs à la personne et on lui donne des soins de confort dans l'objectif de causer la mort. Donc, effectivement, il y en a dans le domaine, mais il y a une distinction quand même que la personne est présente, elle a encore des soins curatifs à être donnés, versus quelqu'un qui est aux soins palliatifs, que là, ben la raison pour laquelle elle est aux soins palliatifs, c'est que la médecine n'a plus rien à lui offrir à cette personne-là. Donc, il y a quand même une certaine distinction au fait qu'il y a un arrêt de soins parce qu'il n'y a plus rien curativement, c'est pas un terme vraiment, mais il n'y a plus rien qu'on peut donner à cette personne-là en termes médicaux. On va commencer peut-être à entrer dans le vif du sujet. Pourriez-vous donner là, les balises légales du consentement au Québec et au Canada pour les mineurs, les différences, les similitudes, puis ça va nous amener un petit peu peut-être sur ensuite l'accès à l'aide médicale à mourir pour cette clientèle-là? En fait, au Québec, le Québec et le Canada, évidemment, chaque province ont leur législation. Donc, au Québec, en fait, on fait vraiment une distinction franche entre les mineurs qui ont 14 ans et moins versus 14 ans et plus. Certains vont même dire qu'au Québec, il y a une majorité médicale là, en matière de soins pour les mineurs. Okay? Donc, le 14 ans, là, parce que la personne atteint certains droits. Par exemple, pour les mineurs qui sont âgés de 14 ans et plus, on fait aussi une distinction entre les soins qui sont non requis pour l'état de santé de la personne versus les soins qui sont requis pour l'état de santé de la personne. Donc, pour ce qui est des soins qui sont non requis pour quelqu'un qui est âgé de 14 ans et plus, la règle, c'est que la personne elle peut consentir seule à ses soins. Okay. Sauf par contre si ça peut représenter un risque sérieux, puis ça peut causer des effets graves et permanents. Donc, on pourrait penser, par exemple, le médicament à mourir. À ce moment-là, le parent doit consentir. Et s'il y a un refus qui est injustifié, ben à ce moment-là, ben c'est le tribunal qui va trancher en prenant en considération l'intérêt supérieur de l'enfant. Okay. Par la suite, il y a les soins qui sont requis pour l'état de santé. Ben à ce moment-là, le mineur peut consentir seul, le parent ne pas être informé. Puis évidemment, dans tous les cas, on va vérifier si le mineur est en mesure de pouvoir prendre une décision. Donc, les règles d'aptitude qu'on va faire pour un majeur vont être vérifiées même si c'est un mineur dans un cas d'un soin qui s'est requis pour l'état de santé. Ensuite, pour ce qui est des mineurs qui sont âgés de 14 ans et moins, ben la règle, c'est tout simplement que c'est le titulaire d'autorité parentale qui va prendre les décisions. Donc, c'est un petit peu, il n'y a pas vraiment de différence entre les soins requis et non requis. La seule distinction, c'est au niveau des soins non requis. L'autorisation du tribunal, encore une fois, peut être nécessaire si le refus est injustifié du parent. Donc, ou si le parent, ça pourrait être dans l'autre sens aussi, si le parent demande un soin aussi qui est non requis aux yeux du médecin. Oui, exactement. À des soins ou de la chirurgie esthétique à la limite peut-être. Oui, les chirurgies esthétiques, les soins qui sont non requis pour l'état de santé, ou souvent on va le voir dans des cas de témoins de Jéhovah, arrêt de transfusion sanguine puis tout ça. Le refus des transfusions, là, c'est ça. Exactement. Donc ça peut être quelque chose aussi qui va faire l'objet de contestation là, devant les tribunaux. Là. Puis, pour les mineurs, ben, on a ce qu'on appelle l'émancipation. Là. Donc, à partir de 16 ans, un mineur peut demander d'être émancipé de ses parents. Donc,
quand on parle, il y a la simple émancipation et la pleine émancipation. La simple, ben, c'est tout simplement dans certains droits de leur exercice civil, là, donc ça ne met pas fin à la minorité. Là, donc, il n'est pas traité comme un majeur, alors que la pleine, ça rend le mineur capable comme s'il était majeur. Donc, un mineur qui est pleinement émancipé pourrait prendre des décisions seul, sans que le parent ait à être consulté. Là. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important là, pour l'émancipation pleine, là, alors qu'on parle clairement de mineur. Donc, quelqu'un qui est émancipé pleinement, il peut avoir des droits qu'un autre mineur n'aurait pas. Là. Ce serait dans quel contexte ça, qu'un mineur demanderait ça? C'est un contexte familial difficile ou Ça peut être aussi pour un mariage, par exemple. Okay. Donc, c'est sûr que ça prend l'autorisation du tribunal. Mais il y a certaines conditions pour pouvoir demander l'émancipation. Il faut que ça soit aussi accepté. Là. Dans le reste du Canada, si je ne m'abuse, c'est plus le concept du mineur mature ou... Exactement. Le reste du Canada, ce qu'on appelle le mineur mature. Donc, on n'a pas d'âge spécifique pour consentir aux soins. Puis, il n'y a pas vraiment de définition là, du mineur mature. Mais on considère le mineur mature une personne qui est âgée de 18 ans et moins, donc qui est mineur, qui est en mesure d'apprécier la nature et les conséquences de ta décision. Donc, ça ne permet pas aux mineurs, encore une fois, d'être traités sur le même pied d'égalité. On peut passer outre les volontés de l'enfant dans la situation où est-ce que sa vie est en danger, mais ça laisse quand même une certaine latitude. Donc, si on estime que le mineur est en mesure de prendre une décision, à ce moment-là, il pourrait prendre une décision, même si on estime que cette décision-là n'est pas nécessairement la bonne, s'il répond aux caractéristiques. Là. Ma question serait, qu'est-ce qui empêche actuellement, avec donc toutes les balises que vous avez données, là, pour ceux qui s'intéressent dans le Code civil, là, les articles 14 et suivants là, pour le consentement des mineurs, qu'est-ce qui empêche actuellement d'invoquer ces articles-là du Code civil pour donner l'accès à l'aide médicale à mourir aux mineurs? En fait, c'est pas que les articles sont pas inopérants ou quoi que ce soit, c'est plutôt qu'on considère que les mineurs ne peuvent pas avoir accès à l'aide médicale à mourir, là, qui est considérée comme étant un soin, en vertu tant de la loi fédérale que la loi provinciale. Donc, les mineurs sont considérés, en fait, exclus de ce soin-là qui est spécifique, là, qui a une loi vraiment afférente à ce soin-là. Donc, on a tout simplement décidé de les exclure d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Là. Ça, c'est simplement par le fait qu'on mentionne que la personne doit avoir 18 ans et plus, tout simplement. Oui, la personne doit avoir 18 ans et plus. Donc, on a décidé que les seules personnes qui pouvaient bénéficier de ce soin-là étaient des majeurs. Là. C'est un des critères, là, d'ailleurs. Combien de temps, selon vous, avant qu'une cause, à moins que je ne pense pas qu'il y en ait, là, mais avant qu'une cause soit portée devant les tribunaux pour obtenir l'aide médicale à mourir pour un mineur au Québec, si vous aviez sorti le bout de cristal? En fait, je pense que c'est vraiment une question de temps là, près. La question est évaluée actuellement depuis quelques années. D'ailleurs, dans le comité d'experts qui examinait les critères là, sur l'aide médicale à mourir quand la loi fédérale là, était en évaluation. On avait donné 3 ans, en fait, après l'entrée en vigueur de la loi fédérale qui vient tout juste de sortir pour prendre position par rapport aux mineurs. Donc, si c'est pas débattu sur le plan législatif devant les tribunaux, ben on aura peut-être une réponse politique, mais je pense que c'est sur un avenir à court terme, là, 5 ans. Là. Vous avez commencé à répondre à ma sous-question parce que j'avais Mme Véronique Yvon en entrevue il y a quelques semaines. Puis elle semblait, là, comme politicienne, vouloir obtenir un consensus social pour la modification de la loi, pour, par exemple, l'accès, on parle actuellement là, de l'accès aux gens atteints de maladie d'Alzheimer, dans le cadre d'une directive médicale anticipée. Les mineurs s'entraient un peu là-dedans. Puis moi, je lui avais fait la remarque que le consensus social pour donner accès à l'aide médicale à mourir chez les mineurs, il serait peut-être plus difficile à obtenir qu'il n'a pu l'être pour d'autres classes de patients dans la société. Puis j'avais l'impression que ça passerait peut-être plus par les tribunaux que par le législatif. Quelle est votre opinion là-dessus?
En fait, si on regarde par exemple Rodriguez, c'était un des points, on n'était pas rendu là, c'était pas un consensus sociétal, mais 20 ans plus tard, on était rendu là, donc la Cour a effectivement déclaré les dispositions invalides. Comme la loi québécoise va être entrée en vigueur en 2016, je pense que ça peut prendre quand même un certain nombre de temps avant qu'il y ait ce consensus sociétal-là, surtout sur les mineurs, les majeurs qui sont inaptes. Donc, je pense que ça peut prendre un certain temps, mais ça peut aller plus vite aussi qu'on le pense. Donc, si on regarde, par exemple, dans les autres pays étrangers, il y a certains pays qui sont allés plus vite au niveau du consensus, mais chaque pays est différent, puis chaque endroit est différent. Alors, on va prendre une courte pause, puis on va revenir avec Maître Jessica Deschamps-Maheu pour parler de l'aide médicale à mourir chez les mineurs. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Maître Deschamps-Maheu, votre essai porte notamment sur l'aide médicale, ou essentiellement sur l'aide médicale à mourir chez les mineurs en Belgique et aux Pays-Bas, où l'euthanasie est légale pour une catégorie de mineurs. Quel est l'état de la situation dans ces deux pays dans le moment? En fait, ces deux pays, ça fait quand même longtemps là, que la loi a été encadrée. Puis d'ailleurs, notre modèle québécois-canadien est basé là, sur ces deux pays-là. Essentiellement, c'est le même principe. Ça ressemble là, vraiment beaucoup. Là. Donc, aux Pays-Bas, tant aux Pays-Bas qu'en Belgique, on demande que la personne ait des souffrances qui sont intolérables et incurables, découlant d'une maladie qui est grave et incurable, sans perspective d'amélioration. Le pronostic de fin de vie n'était pas un critère et n'a jamais fait l'objet d'un critère, contrairement à ici. La seule nuance, en fait, qu'il y a, c'est par rapport à l'âge. Donc, aux Pays-Bas, la personne elle doit être âgée minimalement de 12 ans. Alors qu'en Belgique, la loi en Belgique elle est entrée en vigueur en 2002. Puis en 2014, on a ajouté les mineurs. Okay? Donc, les mineurs, eux aussi, peuvent faire l'objet d'une demande pour bénéficier, je vais appeler ça de l'aide médicale à mourir, là, même si là-bas, c'est l'euthanasie. Mais ils peuvent faire la demande. Donc, il n'y a pas, par contre, en Belgique, de limite d'âge. Là. Donc, c'est vraiment selon la capacité de discernement de la personne. Puis, il y a des conditions particulières, par contre, pour les mineurs. Comparativement aux majeurs, les mineurs doivent en fait là, être en fin de vie, donc être en phase terminale. Donc, ça, c'est un critère supplémentaire pour les mineurs. Puis, également, là, en Belgique, si on regarde en Belgique, le parent aussi va être consulté. On demande aussi l'opinion d'une équipe médicale, donc d'un psychologue indépendant ou un pédopsychiatre, dans le cas là, où est-ce que ça concerne un mineur. Aux Pays-Bas, on fait une distinction, le critère c'est 12 ans, mais on fait quand même une distinction entre les 12 à 16 ans et les 16 ans et plus. Donc, les 12 à 16 ans, le consentement du parent est exigé, alors que pour les 16 à 18 ans, le parent il doit être tout simplement informé de la décision. Et il y a encore une fois l'équipe multidisciplinaire qui évalue la demande là, du mineur pour s'assurer justement du consentement. Là. Il y a, pourriez-vous parler du protocole de Groningen, qui est donc un protocole qui a été mis en place pour l'aide médicale à mourir chez les nouveau-nés. Oui. Puis, l'usage qui en est fait, puis peut-être si on pouvait imaginer avoir quelque chose de similaire au Québec, là, probablement dans une phase très ultérieure, j'imagine.
En effet. En fait, le protocole, c'est des lignes directrices nationales qui sont en vigueur aux Pays-Bas, donc c'est pas encadré légalement. Okay? Donc, les médecins peuvent faire l'objet d'une poursuite, mais à ma connaissance, il n'y en a jamais eu. Okay? Donc, c'est pas légiféré. Souvent, en fait, le protocole, ce qu'il présente, c'est que la personne, le mineur, faut qu'il y ait un diagnostic puis un pronostic qui est incertain. Faut qu'il y ait encore une fois la présence de souffrance irrémédiable et insupportable. Le consentement du parent doit être obtenu. Il faut qu'effectivement le diagnostic soit franc puis que le pronostic soit établi par le médecin. Puis, il faut que la procédure soit exécutée selon les standards. Donc, essentiellement, c'est les 5 critères là, pour l'admissibilité au protocole. Puis souvent, ce qu'on va penser, les cas de figure, c'est par exemple un nouveau-né qui n'a aucune chance de survie, donc une maladie congénitale ou est-ce que l'organe ne se développe pas, ou un nouveau-né, encore une fois, qui présente un faible pronostic puis nécessite des soins intensifs dès la naissance, ou un autre cas de figure, c'est un nouveau-né là, qui a un pronostic très sombre, qui présente des douleurs qui sont insupportables selon le médecin et le parent. Donc, on parle de cas de forme de spina bifida là, qui sont très sévères. Donc, il y en a quand même une quinzaine à vingtaine de cas par année. Évidemment, comme c'est pas encadré, c'est difficile de dire le nombre de cas, mais les auteurs s'estiment c'est à peu près une quinzaine à vingtaine de cas par année. Ce protocole-là, il est très critiqué, donc il fait vraiment pas l'objet d'unanimité. Encore une fois, c'est le respect du caractère sacré de la vie de l'enfant, puis l'obligation des médecins de sauver la vie. Donc, on devient très paternaliste aussi quand il est l'objet d'un enfant ou quand il est l'objet de prendre une décision pour un tiers. Donc, c'est pas la personne elle-même qui prend cette décision-là. Donc, je pense vraiment pas que ça puisse faire l'objet sous peu d'un protocole qui pourrait voir le jour là, au Québec. Là. Je pense qu'on n'est vraiment pas rendu là. On va faire quand même le débat sur les mineurs puis les majeurs matures dans un premier temps. Dans la même veine, il y a certains auteurs que vous citez qui considèrent l'euthanasie chez le nouveau-né comme un avortement post-partum. Donc, encore une fois, pourriez-vous envisager au Québec actuellement qu'un politicien avance cette idée-là? J'ai l'impression que ce serait politiquement là, non vendeur, là, je sais pas. Mais c'est un petit peu... ça frise un petit peu les oreilles d'entendre ça, un avortement post-partum, mais effectivement, ça peut être vu comme ça parce que on voit ça comme, bon, si la famille était dûment informée de la condition de l'enfant, si elle avait su la condition, elle aurait décidé d'avorter. Donc, c'est pour ça qu'ils appellent ça un avortement post-partum. Puis, les auteurs, ce qu'ils disent, c'est qu'on peut considérer le nouveau-né comme s'il n'avait pas de personnalité juridique, donc que le parent peut prendre des décisions. Ici, au Québec, le fœtus n'a pas de personnalité juridique, donc la mère peut prendre des décisions justement d'avorter et mettre fin là, à la grossesse. Par contre, je pense vraiment pas que ça peut faire l'objet là, éventuellement de législation, parce que l'enfant, dès qu'il est vivant et viable, a une personnalité juridique. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas de personnalité juridique. Là. Donc, je pense vraiment pas que ça pourrait faire l'objet d'un consensus sociétal sous peu. Là. Un autre aspect de votre essai c'est pour vous qui le dites, vous citez des auteurs qui prétendent, des gens qui s'opposent à l'aide médicale à mourir chez les enfants, qu'on ne peut pas évaluer objectivement la douleur d'un enfant ou voir si un enfant souffre en raison de son jeune âge, de son inaptitude. Il me semble que ça m'a fait sursauter là, pour penser ça. Il me semble qu'on voit un enfant qui souffre, c'est quelque chose qui est évident. Là, je ne sais pas si en fait, ce que les auteurs vont dire souvent, c'est que c'est très subjectif, là, la douleur. Là, donc, c'est difficile pour un enfant qui n'est pas en mesure de parler, d'exprimer qu'il est souffrant. Par contre, je pense que les médecins puis les parents peuvent très bien faire état de la situation de leur enfant. Puis, d'ailleurs, en Belgique ou aux Pays-Bas, l'un des critères supplémentaires, c'est justement que la personne doit présenter des souffrances qui sont psychiques et physiques. Donc, contrairement à un adulte, qui peut y avoir un des deux, quand
quand il s'agit d'un mineur, ben, il faut qu'il y ait quand même les deux souffrances. Donc, selon moi, le volet psychique est plus subjectif, difficile à évaluer, mais le volet quand même physique peut être évalué d'une différente façon là, par les professionnels de la santé. Là. Quelle serait, selon vous, là, en 2021, la réponse du système judiciaire québécois si il y avait une histoire d'aide médicale à mourir chez un mineur là, qui faisait surface là, dans les médias ou autres? Pensez-vous que ce serait l'attitude néerlandaise là, de pas de poursuite ou qu'au Québec, on aurait plus tendance à amorcer un processus judiciaire pour baliser la pratique et éviter les débordements? Ben, en fait, sur le plan criminel, c'est sûr que ce serait difficile pour moi de se prononcer, mais le DPCP peut effectivement décider de ne pas engager des poursuites. Là, il revient quand même au directeur des poursuites criminelles d'engager des poursuites ou pas. Par contre, je pense que si demain matin, ça fait l'objet d'une contestation judiciaire, pour moi, ça passerait pas les critères, là, au même titre que ça passerait pas les critères de l'article 7 de la Charte, donc du respect du droit à la vie, à la liberté, puis à la sécurité de la personne, et même l'article 15 qui mentionne que la personne ne peut pas faire l'objet de discrimination. Donc, selon moi, ça passerait pas le cadre légal au niveau des contestations des droits fondamentaux, mais est-ce que ça passerait par contre le pas de l'article 1 de la Charte qui prévoit que ça doit être cette atteinte-là doit être justifiée dans une société libre et démocratique? Ça, je ne suis pas certaine que ça passerait cette seconde étape-là. Là. OK, donc, selon vous, au moment où ce processus-là est judiciarisé, ça va devenir accessible, selon vous? C'est ce que je comprends C'est pas ça que je dis, en fait. Je pense que ça serait discriminatoire. Je pense qu'effectivement, il y a une atteinte aux droits fondamentaux d'un mineur. Donc, que le mineur peut autant souffrir qu'un majeur de ne pas avoir accès à l'aide médicale à mourir. OK, c'est ça, OK. Mais je pense tout simplement pas, parce qu'on doit démontrer, une fois qu'on a démontré qu'il y a une atteinte en vertu du droit de la Charte, le gouvernement doit démontrer que cette atteinte-là est justifiée dans le cadre de notre société libre et démocratique. Et ça, sur ce point-là, je ne pense pas que ça passerait le critère, notamment parce que on veut assurer la protection de ces personnes-là qu'on estime comme vulnérables. Donc, le droit à l'autodétermination pour un mineur n'est pas encore absolu, dans le sens que je pense que le droit à la vie versus le droit à l'autodétermination va être plus fort là, chez le mineur versus chez le majeur. On sait très bien que on va respecter les décisions d'un majeur, même si c'est pas des bonnes décisions. Là. Donc, on va avoir tendance à protéger la vie plutôt là, dans un cas de mineur. Les gens qui sont en faveur de l'aide médicale à mourir chez les mineurs disent que la barrière ou la limite de 18 ans est purement arbitraire. Là, puis d'autre part, également, il y a des gens qui disent qu'un mineur atteint d'une maladie grave ou d'un cancer en phase avancée a une maturité supérieure peut-être à certains adultes, même, ou tout au moins des mineurs de son âge. Là. Donc, ce ne serait pas un argument, ça, pour donner l'accès. Ben, en fait, encore une fois, ça serait une discrimination fondée sur l'âge. Donc, je pense qu'effectivement, au niveau de l'atteinte aux droits fondamentaux, comme je disais, je pense qu'effectivement, on pourrait démontrer qu'il y a une atteinte. Par contre, est-ce que cette atteinte-là est justifiée? C'est ce bout-là, en fait, que je ne suis pas certaine que ça passerait pour des raisons de respect du droit de la vie de l'enfant versus son droit à l'autodétermination. On va considérer qu'il est plus important de respecter le caractère sacré de la vie. Là. Je comprends. Vous parlez de caractère sacré de la vie. Les textes juridiques, la jurisprudence font souvent référence au caractère sacré de la vie, alors qu'on est en train d'évacuer le religieux de toutes les sphères sociales. Donc, en 2021, quand on parle du caractère sacré de la vie, dans un texte juridique, on parle de quoi exactement? En fait, c'est sûr que ça a d'origine religieuse, effectivement, le caractère sacré. Puis à l'époque, ce qu'on prétendait, c'est que ça appartenait à Dieu de déterminer quand la vie devait être cessée ou pas. Au fil des années, le droit à la vie a pris un revirement important, dans le sens
qu'on laisse le droit à la vie, la place au droit à l'autodétermination. Et donc, c'est pas Dieu de décider quand la mort va être la prochaine étape. C'est vraiment, on laisse la personne décider quand elle va mettre fin à ses jours ou pas. Mais on parle quand même de caractère sacré de la vie avec une connotation religieuse. Là. Même si ça puisse être même objet-là. Ça n'a aucun sens. Votre opinion, vous, concernant l'aide médicale à mourir chez les mineurs au Québec, là, quelle est-elle? Puis vous suggérez dans votre essai là, certaines pistes de solutions. En fait, selon moi, il n'y a pas de raison pour lesquelles on devrait interdire les mineurs d'avoir accès à l'aide médicale à mourir dans la mesure où est-ce que ces personnes-là sont en mesure de consentir. OK? Donc, encore là, il faudrait que le mineur soit apte à consentir à l'aide médicale à mourir. Donc, pour moi, c'est un peu le concept de mineur mature. Donc, oui, il y a une distinction dans certains endroits au niveau de l'âge, mais je pense que ce serait important d'avoir pas de discrimination, pas de limite arbitraire quant à l'âge, puis de permettre aux mineurs de pouvoir avoir accès à ce soin-là, dans la mesure où est-ce qu'il, encore une fois, répond aux critères. Là. Donc, il faudrait qu'il soit apte à consentir, il faudrait qu'il éprouve des souffrances, puis au même titre que la Belgique puis le Pays-Bas, pour moi, ce serait important d'ajouter une condition particulière, de sorte que faut que les mineurs présentent des souffrances physiques et psychiques, donc pas un des deux. Encore une fois, je pense qu'avec une équipe multidisciplinaire qui évalue vraiment la demande du mineur, donc composée d'un pédopsychiatre, un travailleur social ou un psychiatre ou un psychologue, au moins 2 professionnels concernés dans la situation pour évaluer la demande du mineur. Donc ça, c'est pour moi un critère là, qui permettrait justement d'éviter les pentes glissantes auxquelles les gens sont souvent craintifs. Puis évidemment, on pourrait ajouter le consentement de l'autorité parentale comme seconde mesure, comme 3e mesure, disons, pour s'assurer justement là, que la décision soit vraiment supportée de tous. Là. Si je ne m'abuse, vous proposez quand même une forme de coupure à 14 ans, là, peut-être pour vous arrimer sur le code civil, pour que ce soit plus simple, pour introduire d'autres limites d'âge dans le consentement aux soins chez le mineur. Là. Si on regarde, par exemple, le Pays-Bas, eux, c'est collé effectivement sur leur droit civil, la raison pour laquelle ils ont pris 12 ans. Je pense que si éventuellement on donne accès aux mineurs, logiquement, ils vont se coller sur le droit civil, de sorte qu'ils vont faire la distinction entre les 14 ans et moins et plus. Est-ce qu'il va y avoir des balises qui sont différentes pour les mineurs qui sont âgés de moins de 14 ans versus de plus de 14 ans? Je ne sais pas. Mais selon moi, il ne devrait pas y avoir de limite d'âge parce que j'estime que c'est arbitraire et il n'y a pas de raison pour laquelle un enfant de 13 ans, par exemple, qui est très bien en mesure de consentir, très souffrant, qui a une maladie qui est grave ou incurable, pourrait ne pas bénéficier alors que la personne qui a 14 ans pourrait en bénéficier. Donc, pour moi, je trouve ça vraiment arbitraire. Je ne mettrais pas de limite d'âge, mais je pense que si un jour on arrive à là, il va y en avoir une là, juste pour se coller au droit civil. Là. Pourriez-vous imaginer à ce moment-là un peu le même principe où si le mineur fait une demande qui est justifiée, le parent refuse, bien là, on fait appel au tribunal qui pourrait ultimement être appelé à autoriser l'aide médicale à mourir? Je pense qu'effectivement, ça pourrait être une façon de voir les choses, là, de se coller au droit civil, de sorte qu'on demande aux parents de prendre une décision. Puis si par la suite, justement, il y a un conflit entre le mineur et le parent ou que le parent ne prend pas une bonne décision, à ce moment-là, ça va être le tribunal qui va trancher en prenant aussi la preuve qui est disponible en considération, donc les experts qui ont été consultés, donc l'équipe multidisciplinaire qui a été consultée, les dossiers de l'enfant, puis tout ça. Donc ça pourrait être un autre aspect, mais comme on regarde en Belgique et aux Pays-Bas, il n'y a pas énormément de cas, là, donc c'est un petit peu, c'est très paternaliste de vouloir protéger comme ça, selon moi, les enfants, même si je sais qu'on n'est pas rendu nécessairement là en tant que société. Là.
Mais le fait qu'on veuille les proposer comme ça, on parlait tout à l'heure du religieux puis du caractère sacré de la vie. Il y a pas un petit peu de ça qui traîne aussi là, dans le fait qu'on hésite à euthanasier les enfants là, basé simplement sur un critère d'âge, là, alors qu'à 16, 17, 18 ans, les enfants sont complètement autonomes dans un paquet d'autres sphères sociales. Là. En fait, effectivement, il y a un petit peu un aspect paternaliste, puis on le dit aussi, il y a plusieurs décisions là, dans la commune là qui vont clairement le dire noir sur blanc que le caractère sacré de la vie a préséance sur le droit à l'autodétermination de l'enfant, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de hiérarchisation dans la charte au niveau des droits. Puis moi, c'est ce qui m'a poussé à faire mon essai. Est-ce qu'il y en avait une hiérarchie entre les droits de la charte? Mais il n'y en a pas. Mais l'État considère en quelque sorte qu'il y en a une si on priorise le caractère sacré de la vie versus le droit à l'autodétermination. Je pense qu'on n'est pas rendu là. Donc, mais c'est simplement une question de temps selon vous. Là. Vous n'avez pas prononcé tout à l'heure, mais parce que je regardais peut-être, si je comparais avec Belgique, Pays-Bas, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être un décalage d'une dizaine d'années entre l'adoption d'une première loi puis l'accès aux mineurs. Donc, on aurait pu dire peut-être encore 4 à 5 ans probablement, puis on serait prêt là, de législation au Québec ou peut-être le Pays-Bas, d'emblée, ils ont inclus les mineurs, là, donc ça ne s'est pas fait à posteriori. Le Pays-Bas ont d'emblée inclus les mineurs, mais il faut comprendre aussi que c'était quand même une pratique tacite, pas légiférée, qui existait depuis une vingtaine d'années. Là. Donc, la société a fait son bout de chemin avant d'y rendre là, puis quand on est rendu à légiférer, ben là, on a le consensus qu'on voulait obtenir de la société. Donc, c'est la distinction. Même chose qu'en Belgique, ça faisait longtemps que ça faisait partie des lignes directrices. Il y avait même des directives au DPCP, donc au directeur des poursuites criminelles là-bas, qui disait tout simplement de ne pas intenter des poursuites aux médecins qui pratiquaient l'euthanasie dans la mesure où est-ce qu'ils répondaient aux critères. Donc, il y avait quand même une pratique tacite qui se faisait depuis de nombreuses années. Là. Donc, tant en Belgique qu'aux Pays-Bas, une vingtaine d'années en arrière. Donc, on est à 30 ans de pratique d'euthanasie, si on veut, là, versus 10 ans de légifération. Là. Donc, il y a une certaine nuance. Là. Alors qu'au Québec, c'est tout nouveau encore, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'il faut laisser le temps au Québec de faire son bout de chemin là-dessus. Pour réfléchir. Alors, ça complète le segment principal de l'entrevue. On a même terminé sur une note plus légère. Il y a une section baguette magique dans l'entrevue. Donc, je vous laisserai là, le loisir de changer instantanément une chose dans le système de santé aujourd'hui, donc le 1er novembre 2021. Ce serait quoi? Selon moi, en fait, il faut qu'on travaille plus en prévention comme système de santé. Donc, on travaille encore une fois en amont plutôt qu'en aval, qu'on soit pas réactif une fois que le problème est arrivé. Donc, d'axer beaucoup plus sur les soins primaires. Donc, je pense que ce serait une chose qui devrait changer sur notre système de santé. La médecine préventive. Exactement. Puis, si je reprends la baguette magique et je vous permets de rencontrer une personne dans le monde, qu'elle soit vivante ou décédée, pour prendre un café ou un verre, ce serait qui et pourquoi? En fait, ce serait Nelson Mandela. Je trouve que c'est une personne là qui est fort inspirante, qui a été emprisonnée plusieurs années et ensuite avoir été nommé président, avoir reçu le prix Nobel de la paix. Donc, j'aimerais ça connaître un peu son histoire, voir comment il s'est rendu là, c'est comment il est arrivé à devenir président aussi là, par la suite de la République de l'Afrique. Là, donc, je trouve que c'est un homme qui est fascinant. Là, donc, ça serait probablement lui. Vous auriez aimé le rencontrer vers la fin de sa vie, donc? Oui, ou simplement s'il pouvait ressusciter et m'expliquer aujourd'hui. Avez-vous une cause qui vous tient à cœur, une fondation, un organisme que vous supportez, que vous aimeriez nous présenter? La Fondation de Sainte-Justine, c'est une fondation en fait qui me tient à cœur, là, donc qui aide les mamans et les enfants là, à obtenir des soins de santé là, sur la fine pointe. Donc, c'est une fondation qui me tient à cœur. Très bien, merci.
Alors, c'est déjà la fin de l'entrevue. Avant de nous quitter, il y avait un dernier conseil ou une pensée peut-être sur l'aide médicale à mourir, là, qui est un sujet d'actualité dans le moment. En fait, je pense qu'on doit être fiers en tant que Québécois, Canadiens, d'avoir instauré ce soin-là et de l'avoir légiféré. On est quand même un des pays là, précurseurs là-dedans. Il y a plusieurs pays qui l'ont légiféré avant nous, mais je trouve qu'on doit être fiers en tant que société de pouvoir permettre aux gens qui sont souffrants et de respecter leur volonté puis de permettre qu'ils bénéficient de l'aide médicale à mourir. Et dans un autre temps, on doit être aussi patient de voir aussi l'évolution, puis de pouvoir justement là, encadrer la pratique à des gens qui n'ont pas accès actuellement, comme par exemple les mineurs, les majeurs inaptes. Donc, on doit laisser le temps aussi un petit peu faire les choses. Laisser le temps au temps. Exactement. Alors, ceci conclut mon entretien avec Maître Jessica Deschamps-Maheu, qui est avocate en droit médical chez Ménard Martin à Montréal. Cet entretien fait partie d'une série sur l'aide médicale à mourir que je vous invite à écouter. Maître Deschamps-Maheu, merci. Au plaisir, merci de m'avoir invité. Je vous invite à écouter les autres épisodes de la série sur l'aide médicale à mourir et les autres épisodes du balado. Vous pouvez visiter le site web au baladosanté.ca, BALADOSANTE.ca. Sur le site web, vous trouverez une foule d'informations. Vous trouverez les réponses de mes auditeurs aux questions sur la section de la baguette magique. Vous pouvez vous abonner au site web, m'envoyer des commentaires, me suggérer des invités. Je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.